Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos plus BD où nous allons essayer de vous expliquer l'ensemble des directives et règlements qui ont été publiés par l'Union européenne le 27 décembre 2022. Nous allons vous proposer une série de 8 épisodes, format 15-20 minutes. Et pour comprendre l'ensemble de ce dispositif législatif, nous allons commencer aujourd'hui un premier épisode d'une série de 2 consacrée à la directive résilience des entités critiques. Donc bienvenue chez le duo avocat technique et droit du numérique. Nous avons Clara aujourd'hui qui assure la partie technique de cet enregistrement et qui gère la chaîne YouTube sur laquelle vous pourrez retrouver l'ensemble de ces contenus qui seront publiés semaine après semaine. Nous sommes très spécialisés en rédaction de contrats IT, principalement en B2B, donc pour du business entre professionnels. Et nous avons un gros focus sur la cybersécurité, la sécurité des systèmes d'information, qui est le sujet principal de cette série de vidéos. Bien sûr, toutes les slides et ces vidéos sont librement consultables en ligne sur Technique et droit du numérique, que ce soit notre site web ou notre chaîne YouTube, avec l'autorisation des éditions Soleil. Alors, pour qu'on arrive à s'y retrouver, parce que vous allez voir, c'est quand même un peu technique, en fait, on a pris un univers de BD par matière, et donc tout ce qui va être toutes nos explications sur les entités critiques essentielles ou importantes, vous voyez, ça démarre déjà très fort, ce sera illustré avec le Fléau des dieux aux éditions Soleil. Vous distinguerez vite ces personnages avec les Huns qui envahissent l'Empire romain, mais dans un futur très lointain avec des vaisseaux spatiaux, et les dieux qui s'en mêlent. Vous allez voir, en termes de BD, c'est une œuvre absolument époustouflante. Nous ferons quelques digressions sur le règlement DORA, donc qui a été également publié le 22 décembre 2022. Et DORA sera illustré, si vous suivez un peu le blog ou le site web, ce sera illustré avec cet Hercule. Vous le voyez aussi très futuriste. Là, on est dans la guerre de Troie et surtout dans les 12 travaux d'Hercule. Vous voyez, là, vous avez son dos tatoué. Et Hercule, pareil, très futuriste. 3 tomes absolument extraordinaires aux éditions Soleil. Nous ferons également quelques digressions pour comprendre comment tout ça marche lorsqu'on traitera des opérateurs d'importance vitale, les fameux OIV, et les systèmes d'information d'importance vitale, eh bien pour vous puissiez tout de suite vous situer en termes de législation. Toutes ces explications sont illustrées avec les souvenirs de la Grande Armée. Vous avez là réuni les soldats, les cavaliers, du 2e régiment de chasseurs à cheval, pendant la campagne de Russie entre 1809 et 1812. Et enfin, parce que pour bien comprendre tout ça, il faut aussi faire référence à la directive Nice 1, la première directive Nice de 2016, et toutes les explications que nous vous fournirons dans tous les épisodes seront illustrées avec cette BD absolument géniale, 12 tomes déjà disponibles, La Nef des Fous, aux éditions Delcourt. Voilà, donc pour vous replanter le décor, 14 décembre 2022, ça c'est la date officielle, publication le 27 décembre 2022, nous allons envisager un peu le règlement DORA, je pense qu'on fera une série de vidéos à part là-dessus, surtout la directive Nice 2, donc qui est la 2022 2555, il faut s'y retrouver avec les numéros, c'est gratiné, et nous allons commencer donc aujourd'hui par la directive entité critique, la 2022/2557, qui apparemment n'intéresse personne et qui pourtant est absolument déterminante pour comprendre comment tout ce bazar marche. Donc maintenant, guerrier, avec moi, à l'assaut, nous démarrons notre étude de la directive entité critique. Alors, pour bien comprendre comment on se positionne, un petit rappel, sans rentrer dans trop de détails. Vous voyez, depuis la LPM, la loi de programmation militaire de 2013 en France, hein, donc vous avez le picto avec le bleu, blanc, rouge, ce sera les soldats de la Grande Armée. Vous voyez qu'on a eu un gros paquet de législation qui est sorti en 10 ans. Bien sûr, on a eu le RGPD en 2016. La même année, 3 mois plus tard, on a eu cette fameuse directive Nice 1, qu'on appelle aussi Nice 2016, maintenant avec les opérateurs de services essentiels. En 2019, on a pris un règlement
européen, donc une loi européenne d'application directe, avec beaucoup de définitions légales très techniques qui sont réutilisées dans la directive Nice 2, donc la directive Nice 2 qui est de décembre 2022, voyez, on finit par s'y retrouver, et publiée elle-même en même temps que le règlement DORA, qui lui concerne les entités financières. Et vous allez voir que parfois les trois textes se chevauchent, c'est un régal. Les épisodes que nous allons vous proposer successivement, vous le voyez là, donc aujourd'hui, premier épisode, directive entité critique. Qu'est-ce que sont les entités critiques? Donc on va voir le catalogue, la désignation, les objectifs, surtout de la directive. Nous verrons ensuite un deuxième épisode spécial directive entité critique, où là, nous rentrerons dans les obligations qui vont s'imposer d'un côté aux États et de l'autre côté aux entités critiques en elles-mêmes. Vous allez voir, c'est intéressant. Et puis ensuite, nous aborderons en 6 épisodes la directive Nice V2, dont je vous donne ici un aperçu du plan, mais nous y reviendrons dans des vidéos précédentes. Il y en aura une par semaine jusqu'à fin juillet 2023. Pour comprendre déjà la manière dont ces trois textes s'articulent, donc la directive entité critique, la directive Nice 2 avec les entités importantes ou les entités essentielles et le règlement DORA, donc un règlement d'application directe qui ne concerne que les entités du secteur financier. Ça, c'est vraiment un truc à part. La grande distinction, c'est sécurité physique, sécurité cybersécurité ou sécurité des systèmes d'information. Eh bien, cette première directive que nous allons voir aujourd'hui en 2 épisodes ne concerne que la sécurité physique des entreprises, des administrations, des associations qui se font désigner par chaque État membre en qualité d'entité critique. C'est l'épisode du jour. Alors, ce qui est marrant de constater, c'est qu'en fait, l'Union européenne, qui a produit les premières versions de ces textes consultables en ligne entre septembre et décembre 2020, donc, vous voyez, ça a été adopté en moins de 2 ans, depuis le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne. L'adoption de tous ces textes se fait beaucoup plus vite qu'avant, et en moins de 2 ans, nous avons donc d'un côté la partie sécurité physique, et ça s'inspire du mouvement français, les OIV avec la loi de programmation militaire de 2005, sécurité physique, et donc la résilience des entités critiques au niveau de l'UE, et de l'autre côté, les systèmes d'information d'importance vitale. C'était notre LPM 2013, loi de programmation militaire de 2013 sur les systèmes d'information d'importance vitale. Quel régal à lire. Eh bien, l'Union européenne fait pareil aujourd'hui avec les entités essentielles et les entités importantes en application de la directive Nice 2. Et le troisième texte, alors lui qui est vraiment une loi tout à fait spéciale, qui ne concerne que les entreprises du secteur financier, principalement banque et assurance, mais quand on vous en reparlera, il y a tout un catalogue. Et là, on parle de la résilience opérationnelle numérique, mais en clair, c'est la sécurité des systèmes d'information et la sécurité de l'information, c'est-à-dire des datas traitées par les réseaux et les systèmes d'information du secteur financier. Voilà, la DORA, on en parlera vraiment à part, c'est une réglementation métier adaptée spécialement pour le secteur financier avec des problématiques organisation plus technique, plus juridique. Les objectifs pédagogiques de cette série de vidéos, c'est quoi les objectifs pédagogiques? C'est ce qu'on va essayer de vous faire passer comme message pour que vous compreniez, vous voyez, 5 messages principaux. Déjà être capable de déterminer les nouvelles catégories d'entités. Voilà, on ne parle plus d'opérateurs, maintenant on parle d'entités. Les entités, ce sont des personnes physiques ou morales qui ont la capacité de s'engager, de signer des contrats. Donc vous voyez, on va avoir les entités critiques, les entités essentielles, les entités importantes, les entités financières. Déjà, pour qu'on sache comment ça se structure. Ensuite, on va essayer de comprendre les modes de désignation avec les critères légaux d'identification. Vous allez voir, c'est différent dans les 3 textes. Pour bien comprendre l'ensemble, on va essayer de maîtriser les calendriers d'entrée en vigueur. Et vous allez voir, c'est pas le même en fonction de chaque texte, avec des variations. C'est infernal comme régime. Bien sûr, pour être sûr que ça marche, on va voir les risques de sanctions, et certains sont gratinés. Et puis, bien sûr, systématiquement, à l'occasion de ces 3 textes, nous verrons quelles sont les obligations de sécurisation, car le thème central, c'est la sécurité physique ou technique qui peut s'appliquer à votre
organisation, que vous soyez une entreprise, une administration ou une association. Démarrons donc enfin, rentrons dans le vif du sujet, la directive résilience des entités critiques. Pourquoi? Quels objectifs? Alors, je vais vous faire surtout des citations extraites du texte pour que vous compreniez l'esprit, l'essence même de cette directive entité critique. Cette directive prévoit, je cite, des mesures spécifiques visant à garantir que les services essentiels au maintien de fonctions sociétales ou d'activités économiques vitales soient fournis sans entrave dans l'Union européenne. Et vous voyez déjà les termes qui systématiquement vont apparaître dans tous ces textes. Essentiel, critique, vital, important. Vous retrouverez de manière pas très harmonisée d'ailleurs, puisque là on est sur les entités critiques et on vous parle de services essentiels, alors que Nice 2, ce sont les entités essentielles et les entités importantes. Vous voyez, donc c'est une sorte de flou. Il faut essayer de comprendre l'esprit de ces textes pour être capable de les comprendre et de les interpréter derrière, puisque après ça, ça va donner lieu à un paquet de contrats. Alors l'idée de fond à retenir pour comprendre la directive résilience des entités critiques, c'est ça. C'est renforcer la capacité des entités critiques, dont on va voir lesquelles elles sont, à prévenir les incidents susceptibles de perturber la fourniture de services essentiels. Et vous voyez, c'est complété pour être sûr que tout le monde comprenne bien. Donc, c'est cette capacité à se protéger de ces incidents, à y réagir, à y résister, à les atténuer, à les absorber, à s'y adapter et à s'en remettre. Voilà. Je pense qu'ils ont à peu près pris tous les synonymes du dictionnaire pour être sûr de ne rien oublier. Alors, pour comprendre, si vous êtes français, que vous vous intéressez un peu à cette matière, pour bien comprendre l'esprit et le fond des obligations de cette directive entité critique, un petit rappel sur la loi française sur les OIV, vous allez voir, ça fonctionne absolument de la même manière. Donc la loi française du 12 décembre 2005, qui n'était pas d'ailleurs vraiment une LPM, c'était une loi portant diverses mesures d'ordre militaire, blablabla, qu'on appelle aujourd'hui LPM, comme se sont appelées les suivantes, c'était quoi? C'était la protection des installations, établissements et ouvrages contre toute menace, notamment à caractère terroriste. Eh bien, dites-vous bien que la directive entité critique, c'est absolument la même chose. Et à l'identique, étaient concernés par la LPM de 2005, donc cette LPM sur les OIV, les opérateurs d'importance vitale. C'était dit comme ça, je cite aujourd'hui le Code de la défense, les opérateurs publics ou privés dont l'indisponibilité risquerait de diminuer d'une façon importante, critère éminemment subjectif, mais risquerait de diminuer quoi? Le potentiel de guerre, le potentiel économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation. Voilà, c'est pour ça que vous avez vraiment ces soldats de la Grande Armée. Vous êtes dans l'expression la plus parfaite de l'autorité régalienne d'un État-nation dans sa conception classique du 19e siècle. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est comment le législateur va transposer cette directive, puisque cette directive ne pourra rentrer en vigueur qu'avec une loi nationale de transposition dans chacun des 27 États membres. Bah aujourd'hui, on n'en sait absolument rien. On ne sait pas sur quel ministère ça va tomber, ce travail. Est-ce qu'on va transformer la loi sur les OIV? Est-ce qu'on va prendre une loi nouvelle? On n'en sait rien. Et je ne me risquerai pas à vous répondre, car vous voyez ce qui arrive à ceux qui tentent d'y répondre. Aujourd'hui, nous enregistrons ces vidéos. Nous sommes au mois de mai 2023. On n'en sait pour l'instant pas grand-chose, donc je ne vous dirai pas ce que je ne sais pas. Pour rentrer dans ces textes de manière pratique, vous voyez, on s'est décorrélé du texte et on va l'envisager de manière pragmatique, la date d'entrée en vigueur. Alors là, c'est écrit assez clairement dans la directive entité critique, et vous allez voir, ce sont les mêmes dates que pour la directive Nice 2, c'est la raison pour laquelle on va vous faire systématiquement des parallèles. Transposition 18 octobre 2024. Il nous reste à peu près 18 mois, et en tout cas, il reste à la France 18 mois pour transposer cette directive dans son droit national. Toujours pareil, pour envisager les choses de manière pragmatique, le risque de sanctions, voilà, on a adoré avec Clara cette slide, qui fait bien peur. Quel est le risque de sanctions? Sur la directive
Critical entities, pour prendre son terme usuel en anglais, pour l'instant, on n'en sait rien. Il est simplement prévu dans la directive que les États membres déterminent un régime de sanctions. Et là, c'est les termes classiques qui sont utilisés dans toutes les directives européennes d'aujourd'hui. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Et quand vous allez voir ce que ça donne sur Nice 2 ou sur Dora, vous comprendrez qu'on va probablement taper en pourcentage de chiffre d'affaires sur les récalcitrants qui ne feraient pas le job. Donc plus de nouvelles quand on aura la loi de transposition. Alors plus concret et plus intéressant pour entrer dans cette directive, aujourd'hui, ces deux directives et ce règlement fonctionnent avec des secteurs d'activité qui sont désignés et définis dans la directive. Pour la directive résilience entité critique, nous avons 11 secteurs critiques. Vous les voyez. Qu'est-ce qui peut être critique pour un État membre de l'Union européenne en termes d'infrastructure pour être sûr que nous puissions vivre et travailler de manière normale? L'énergie, donc ça va être tout le pétrole, l'électricité, le gaz, le transport par terre, par air, par mer. Et là, vous voyez, ça va commencer déjà à être compliqué. Le secteur bancaire, alors qu'on vous parlera de Dora, spécial secteur bancaire. Donc, vous voyez, ça va se chevaucher. En 4, on a les infrastructures des marchés financiers, pareil, qui peuvent être des infrastructures critiques dont on va assurer donc la sécurité physique avant d'envisager la sécurité numérique. Vous voyez, c'est un vrai bonheur. Alors ensuite, vous avez tout le secteur de la santé. Alors, je vous ai juste résumé entre parenthèses. Donc, c'est tout ce qui concerne les soins. Ça va être bien sûr tous les hôpitaux, toutes les cliniques, tous les laboratoires, tous les organismes de recherche, la fabrication, la pharmacie, la distribution. Vous voyez bien que si notre système de santé s'arrête pour un problème d'infrastructure matérielle, on va avoir un problème national et toute l'Union européenne pourrait être affectée. Dans le même esprit, bien, vous avez toute la distribution d'eau potable et la collecte des eaux usées qui s'appelle en droit européen les eaux résiduaires. Alors, moi, j'aurais appris un mot en lisant une directive européenne. Les infrastructures numériques, ça, je vous en touche un mot à la slide d'après, parce que vous allez voir, il y a un inventaire à l'après-vert qui est tout à fait significatif de l'importance que reflètent aujourd'hui les infrastructures numériques qui nous permettent à tous de vivre, de bosser, de regarder la télévision ou des films sur le web. Administration publique, des fois on ne sait pas très bien ce que ça va recouvrer aujourd'hui, mais c'est prévu. Et les deux derniers secteurs, tout ce qui est l'espace, qui devient un secteur stratégique, bien sûr, pour l'Union européenne et l'ensemble des grandes puissances. Et très curieusement, ça termine par quelque chose d'assez essentiel, c'est la production, la transformation et la distribution alimentaire. Si vous n'avez plus rien à manger dans les magasins, vous imaginez l'état de la société. Bref, donc 11 secteurs critiques, vous allez voir quand on va attaquer Nice 2, la liste est légèrement différente, complétée avec un ou deux items qui changent. C'est pour être sûr qu'on s'y retrouve et que ce soit simple à mettre en œuvre. Merci, Bruxelles. Un aperçu des infrastructures numériques critiques qui vont donc être réglementées. Après désignation, je vous montre ça dans un instant. Il va falloir faire de la sécurité physique pour ces infrastructures numériques. Quelles sont-elles? Heureusement, la liste commence par les points d'échange Internet, ce qu'on appelle les IXP, c'est-à-dire les nœuds sur lesquels vont se plugger les fournisseurs d'accès Internet qui vont vous permettre d'avoir sur vos téléphones, sur vos ordinateurs et dans vos box chez vous, l'Internet qui arrive. Donc, infrastructures critiques qui seront à protéger physiquement. Ensuite, bien sûr, les fournisseurs de services DNS, donc ce système de conversion entre des noms compréhensibles, par exemple technique et droit du numérique.fr, et l'adresse IP correspondante en IPv4 ou en IPv6 pour les plus balèzes d'entre vous en termes techniques. Mais globalement, si on n'a plus de DNS, on n'a plus d'Internet, tout s'arrête. Donc, on va les obliger à faire un peu de sécurité physique. Ensuite, toujours dans le même système, les registres de noms de domaine de premier niveau, .fr et compagnie, si là, ça ne marche plus non plus, il n'y aura plus de DNS, donc tout s'arrête. En numéro 4, nous avons les services d'informatique en nuage. Alors, ça va être toutes les entreprises qui fournissent, de manière un peu structurante, à un niveau national ou à un niveau UE, ce qu'on appelle du IaaS, donc infrastructure as a service, du PaaS, du platform as a service ou du SaaS,
software as a service, donc les opérateurs un peu critiques vont se faire réglementer. Ensuite, grosse nouveauté de l'Union européenne, et ça on le retrouve dans tous les textes systématiquement, les services de centre de données, c'est-à-dire tous les services rendus par les data centers en eux-mêmes, même quand ils ne fournissent pas en direct des services d'informatique en nuage. Donc vous voyez, la liste était extrêmement large. Ensuite, on va taper en 6 sur les fournisseurs de réseaux de diffusion de contenu. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les CDN, les Content Distribution Network. Ce sont tous les services qui permettent de relayer la diffusion de contenu en très grande quantité dans le monde entier. Je ne rentre pas dans ce détail pour ce type d'opérateur. En 7, nous avons les prestataires de services de confiance. Alors, c'est tout ce qu'on appelle les PKI ou les fournisseurs de signatures. Par exemple, quand vous avez le petit cadenas sur votre URL, vous avez des systèmes de certificats de confiance qui sont gérés par des prestataires qu'on appelle les prestataires de services de confiance. Donc, eux vont être réglementés sur la directive infrastructure critique. Et bien sûr, les deux derniers, le 8 et le 9, ça va être tout ce qui est réseau et services de communications électroniques. C'est eux qui vous permettent qui gèrent soit les tuyaux, soit les services qui vont passer dans les tuyaux, entre guillemets, qu'on soit dans les tuyaux qui vous font passer l'Internet sur vos téléphones ou les opérateurs télécoms traditionnels, fixes et principalement mobiles. Voilà. Donc, vous voyez, c'est une liste qui est extrêmement large et vous voyez avec ce petit focus combien les infrastructures numériques sont aujourd'hui centrales dans le fonctionnement de nos sociétés civiles, hein, puisqu'on est bien dans une législation civile à la différence des LPM qui sont des législations militaires. Et vous pensez qu'on va s'arrêter là de cet inventaire à l'après-vert? Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Article 5.1, vous l'avez dans le petit cartouche, si ce n'est pas écrit trop petit, de cette directive résilience des entités critiques, eh bien, la Commission européenne, en direct, va être capable de compléter et de développer cette liste qui est, je cite, non exhaustive dans la directive résilience des entités critiques. Et pour être sûr que ça marche, eh bien, c'est Bruxelles en direct qui nous prendra ce qu'on appelle un règlement d'exécution qui sera susceptible d'augmenter cette liste et qu'on attend au plus tard, je cite toujours le texte de la directive, au plus tard le 17 novembre 2023. Donc vous voyez, on n'a pas fini de s'amuser. Juste une slide pour les acharnés parmi vous, dont je suis, pour faire un parallèle entre cette notion d'entité critique, donc qui nous arrive de l'Union européenne, et ce que nous, les Français, on avait sur les systèmes d'information d'importance vitale, avec un système d'arrêté sectoriel, dont je vous passe le détail. En fait, vous voyez, la France avait déjà pris sa législation interne, hein, des arrêtés qui sont en général d'ailleurs écrits par l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Et entre le 1er octobre 2016 jusqu'au 1er février 2022, donc vous voyez, c'est une activité législative qui ne s'arrête pas, eh bien nous, Français, avions déjà couvert une grande partie de ce que sont aujourd'hui les entités critiques via les systèmes d'information d'importance vitale. Encore quelques mots pour cet épisode qu'on veut pas trop long. Deux trucs à retenir sur cette directive résilience des entités critiques. Pour une fois que les choses sont dites clairement dans un texte de Bruxelles, ne nous privons pas de le citer. C'est dit comme ça, article 1.2. La directive entité critique ne s'applique pas aux questions couvertes par la directive NIS 2, qui elle est vraiment cybersécurité. Donc c'est dit très clairement dans le texte, ne nous faisons pas de nœuds au cerveau là-dessus. En clair, ça voudra dire, voilà, je vous ai préparé une slide spéciale pour ça, c'est que quand vous serez désigné, si une entreprise, une administration, une entité, pour reprendre le terme aujourd'hui officiel des directives et des règlements européens, quand une entité se fait désigner entité critique, elle devra directement appliquer en plus le régime de la directive NIS 2 sur la sécurité des systèmes d'information. Donc ce sera le double effet qui se coule pour les entités qui se feront désigner critiques. Elles devront, selon le calendrier prévu dans les directives, appliquer la directive entité critique et simultanément, en même temps et dans le même délai, appliquer la directive NIS 2. Ça va faire du travail et pas que pour les juristes. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Dans l'épisode de 2 sur 2,
de cette étude absolument captivante de la directive résilience des entités critiques. Là, on verra les obligations qui s'imposent aux États et bien sûr les obligations qui s'imposent aux entités critiques en elles-mêmes en termes d'organisation et de sécurité physique, un peu technique aussi, vous le verrez. Voilà un dernier mot pour vous dire que nous avons lancé un système assez au point d'audit flash de vos contrats IT en B2B. C'est accessible sur notre site web à partir de l'URL technique et droit du numérique. Vous verrez un petit onglet audit flash. Cet audit est gratuit. Nous avons sélectionné 10 questions juridiques absolument essentielles pour vos contrats IT et 10 questions spéciales cybersécurité qui anticipent, pas encore, mais un peu, ce qui est en train de nous arriver et nous vous répondrons dans les 48 heures de manière extrêmement détaillée avec justification de toutes nos réponses et des très jolis petits compteurs qui vous permettront de voir si vous êtes à l'état de l'art, technique ou juridique. Merci de votre attention et à la semaine prochaine pour un deuxième épisode qui s'annonce absolument passionnant.